Hawaï, un nom qui évoque à chaque fois qu'on le prononce des lieux magiques ou des instants de plénitude, comme ce matin-là, face aux îles de Mokunui et de Mokuiki. Mais au commencement était l'enfer. Hawaï, c'est le seul point au monde où on peut voir naître, vivre, se développer et mourir un volcan. De ce magma en fusion est né l'archipel d'Hawaï, un petit paradis sur Terre, des îles du bout du monde. Jamais un lieu n'a aussi bien symbolisé cette idée. Situé au milieu de l'océan Pacifique, à près de 4000 km des terres les plus proches, l'archipel comprend au total 132 îles, récifs ou atolls. Partout, des paysages variés. Une alliance de l'eau et du feu. Un mariage pour le meilleur et pour le pire. Avec 3 volcans actifs, Big Island est régulièrement la proie des coulées de lave. Ma maison a brûlé car je l'ai construite ici. Entre le volcan et l'océan, l'énergie qui se dégage de cet endroit est incroyable. Une énergie qui peut aussi provoquer de violents raz-de-marée ou des tsunamis. Le danger est toujours là. Et vous savez, cette horloge, c'est un bon moyen de nous rappeler ce que nous avons vécu. Hawaï est au centre. Hawaï, c'est la cible. Une cible visée par un autre phénomène récurrent, l'érosion qui dégrade les plages de sable blanc. Dans l'archipel, 70% d'entre elles sont déjà érodées. Nous réalisons aujourd'hui que les hôtels sont construits bien trop près de l'océan et qu'ils sont vulnérables à la montée du niveau de la mer. C'est dommage. Des fléaux multiples et qui frappent n'importe où et n'importe quand. Hawaï, urgence d'État. L'archipel d'Hawaï est le 50e État américain et le seul situé en dehors du continent. Notre première étape, Big Island. Il est un peu plus de minuit. Guy de Saint-Cyr emprunte ici une route fermée au public. Ah là, il vaut mieux être discret, ouais. Là, on vient d'entrer dans le parc national du Kilauea, où il y a le lac de lave de l'allée Mau Mau, qui bien sûr est interdit. Parce que dangereux, à cause du fait que les bords sont très incertains, sont fracturés, et aussi parce qu'il y a des gaz très dangereux, comme le dioxyde de soufre, par exemple. L'homme n'est pas n'importe qui. Depuis plus de 50 ans, il traque le rouge, cette lave en fusion qui sort des entrailles de la Terre. Après une demi-heure de marche, nous approchons du but. Bien, là, on arrive au barrage. Donc, on est près du lac de lave de l'allée Mau Mau. Et l'observatoire volcanologique qui surveille le lac est à 3 km d'ici, 2,5 km. Il faut être très, très discret à partir d'ici. Officiellement, seuls les volcanologues et quelques rangers du parc peuvent s'aventurer dans ce parc national. Guy connaît les lieux comme sa poche. Le cratère d'Allée Mau Mau est en activité. Comme à chaque fois, Guy de Saint-Cyr s'approche au plus près. Il ne veut rien rater du spectacle qu'offre la nature. Là, on est
exactement à l'aplomb du point chaud qui alimente le volcan. Et le cratère de l'Allée Momo, c'est la demeure, c'est la maison de la déesse Pelée. La déesse Pelée est très importante pour les Hawaïens. C'est la déesse du feu. Et le point chaud, c'est un flux de magma, c'est un faisceau de magma qui part entre le manteau et le noyau. Voilà, regardez, regardez. C'est fabuleux. Là, vas-y, là, c'est beau, là. Ah, il y a un gros bout de paroi qui est tombé, là. Et c'est juste quand on en parlait, hein. Ah, c'est fabuleux. Là, on a de la chance hein, de voir ça. Un enfer pour le commun des mortels, mais un paradis pour les amateurs de sensations fortes. Aujourd'hui, on a tout. On a les fontaines, on a les zébrures. Donc, ça veut dire qu'il y a un beau dégazage et que le lac est en belle activité. Là. Et vous voyez ce qui se passe là-bas, cette fontaine de lave. Eh bien, le magma, il creuse en profondeur, il creuse sous les falaises, sous la falaise. Donc, toute la partie haute de la falaise est en porte-à-faux, les failles s'ouvrent, et elle s'écarte, et brutalement, elle tombe. C'est comme ça que le lac de lave s'agrandit. Donc là, c'est peut-être, on revient ici dans 2 ans, 3 ans, il aura peut-être 200, 250 mètres de diamètre, 300 mètres peut-être. Hawaï, c'est le seul point au monde où on peut voir naître, vivre, se développer et mourir un volcan. Il me passionne, c'est de voir naître la Terre, c'est de voir quand même cette Terre-là qui nous porte, eh bien on voit la naissance. Grâce à cette activité volcanique, l'île d'Oahu s'est formée il y a plus de 2,5 millions d'années. Puis celle de Molokai. Une île après l'autre pour constituer aujourd'hui l'archipel d'Hawaï, enfant de la mer et du feu. Nous sommes à Big Island, c'est la plus grande terre, de la taille de la Corse. Aujourd'hui, une dernière île est en formation. Elle a déjà un nom, Lo'i. Toutes sont dans un même alignement. C'est la version officielle et scientifique. Mais il existe aussi la légende, celle qui fait de la déesse Pelée la patronne de ces lieux magiques. Ce cratère est son domicile. Là, tu vois, c'est des cheveux de Pelée. Ces cheveux de Pelée, en fait, c'est des filaments de silice, de silice pur, c'est du verre volcanique pratiquement, qui se forment au-dessus des fontaines de lave. Et c'est entraîné par le vent. Ça peut monter très haut, à plusieurs centaines de mètres, entraîné par le vent, et ensuite ça retombe quelquefois à plusieurs kilomètres de distance, et ça s'amoncelle sur les reliefs, et ça arrive à former comme des chevelures. C'est pour ça qu'on appelle ça les cheveux de Pelée. On a l'impression, quand on est ici, qu'on est sur une autre planète, en fait. Une autre planète, une terre lunaire que l'on découvre mieux depuis les airs. L'île de Big Island est couverte de cette lave qui a coulé ici et là. Mais le volcan reste bien actif. Pour bien le comprendre, il faut encore suivre le guide et tenter d'approcher d'autres zones interdites. Nous arrivons à proximité de Paoa, une ville d'1 millier d'habitants environ. Voilà, c'est par là que j'ai essayé de passer avant. Là, c'est impossible d'entrer. Impossible. Route barrée, et pour cause. La lave est à seulement quelques mètres d'un site de traitement de déchets. Comme par miracle, la coulée s'est arrêtée juste avant d'atteindre les installations. Regarde, les fumées sont juste à côté, là. Regardez. Là, derrière. La lave, elle est pas loin. Hein. Regardez, c'est passé sous les barrières et ça a coulé jusqu'au parking. C'est incroyable. C'est arrêté en limite.
Ça peut encore progresser? Mais ça va progresser, c'est sûr, oui, bien sûr, ça va progresser. Quelques semaines avant notre arrivée, au même endroit, les autorités locales ont tourné ces images. Aucun média n'est autorisé à se rendre dans les zones touchées. Le risque est trop grand selon elles. La lave a déjà envahi certaines routes, détruit plusieurs maisons. Chaque jour, les rangers survolent la région pour voir la progression des coulées qui apparaissent tout autour de la ville. Une avancée très lente. Depuis juin 2014, la lave menace la ville de Paoa, située sur les flancs du volcan. Mais les habitants ne semblent pas terrorisés, loin de là. Certains profitent déjà de cette opportunité. Vous avez vu tous les touristes qu'il y a en ville? On n'a jamais eu autant de monde. Les propriétaires de magasins ou les restaurateurs sont contents. Je suis moi-même propriétaire d'une maison que je loue pour les vacances. Et c'est plutôt bénéfique pour nous aussi, vous voyez. Pourtant, les risques sont bien réels. L'éruption du volcan Kilauea n'est pas qu'un spectacle. Les experts sont sur des charbons ardents. Surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leur laboratoire est basé dans l'enceinte du parc national, à quelques centaines de mètres du cratère, celui où de nuit, Guy de Saint-Cyr nous avait emmenés. C'est d'ici que nous surveillons tout ce qu'il se passe aux alentours. Nous recevons les informations des sismomètres, des GPS, des capteurs et des caméras. Voici l'une des dernières images filmées à l'intérieur du cratère. Preuve que le volcan est toujours très actif. Là, c'est une carte qui montre le flot de lave. C'est le cratère du Pu'uo. Et ce qui est en rose, c'est la coulée de lave qui s'en échappe depuis le 27 juin 2014. En rouge foncé, c'est la zone où, la semaine dernière, la lave était la plus active. Comme vous pouvez le voir, elle a parcouru une grande distance et elle menace toujours la ville de Paoa, juste ici. Vous pensez qu'il est mieux pour la population de vivre sans imaginer le pire? La situation est très difficile là-bas, parce que les gens vivent dans une zone à risque. Si le danger frappe à votre porte, il faut savoir comment survivre. Le soir même, nous décidons de suivre Guy de Saint-Cyr. Il veut se rendre sur les dernières coulées de lave. Il faut là encore être prudent et discret. Vous n'avez pas un GPS ici, vous êtes mal. Pourquoi on peut vraiment se perdre? Ah, on peut se perdre au moins pendant un bon moment, oui. On se retrouve, mais ça peut prendre du temps. Il faut qu'on surveille où on met les pieds, quoi. Il faut pas marcher au-dessus d'un tunnel fragile, au-dessus de... Bon. Et là, il faut regarder surtout la topographie du terrain. Regarder dans le sens de l'écoulement, par où la lave a pu passer, par où elle passe actuellement. Il fait très chaud là. Oui, il fait chaud, ouais. C'est quelle température là? Ouais, la surface des laves, là, il fait 60. Hein. Je parle pas le sol, hein. Le sol, il est à 80, 90. Nous progressons lentement vers la ville de Paoa.
Là, il y a la forêt qui est en train de brûler. Là, on est à peu près encore à 400 mètres du village. C'est ça le danger. Eh oui. Je pense que celui-là, dans quelques heures, il sera par terre. Cet arbre-là? Oui. Ah ouais. Vous voyez, celui-là, il est en train de tomber, là. Le feu est au pied. Là, dans une heure, il est par terre. Celui-là aussi. Tu regardes si je suis sur un truc qui brûle. Non, non, ça va, c'est bon, là. Dès qu'on voit les flammes sous soi, on s'en parle. On a l'impression que ça bouge pas, mais ça avance, ça avance. Les couches les unes par-dessus les autres. Voilà, c'est de nombreuses petites coulées comme ça qui menacent le village de Paoua. Ils pourraient quand même essayer de faire quelque chose pour éviter que la lave détruise les maisons, mais non, ils ne font rien parce qu'on ne doit pas contrarier les désirs de la déesse Pelée. Lors de la dernière éruption en 1990-91 qui a détruit Kalapana, il y a des gens qui avaient une piscine essayaient de refroidir la lave devant pour essayer de la détourner de leur maison. Et pendant qu'ils faisaient cela, eh bien les voisins leur jetaient des pierres. Ici, on est tranquille. Le lendemain, Guy de Saint-Cyr veut nous montrer que la nature ici ne représente pas qu'une menace pour les populations. Il nous emmène à quelques kilomètres de là, sur les traces d'une ancienne coulée de lave. Nous empruntons des routes chaotiques qui traversent la grande île. Sous ces dos d'âne, il y a l'un des secrets de Big Island. Une fois de plus, il faut suivre le guide. On est dans la forêt vierge, là. Ah oui, là, c'est assez serré comme végétation. Mais c'est bien parce que le tunnel est bien caché. Là. C'est un peu bas de plafond, mais ça va. Ça se relève vite, c'est bon. Là, on vient de pénétrer dans la plus longue cavité lavique du monde. 62 km de longueur et 1200 mètres de dénivelé. Il aura fallu une vingtaine d'années à quelques explorateurs pour découvrir l'intégralité de ce tunnel. C'est une coulée de lave qui l'a creusé il y a plus de 200 ans. S'aventurer dans ces lieux n'est pas sans risque. Là, la plaque, elle est au plafond, là, sur 3-4 mètres de haut. Elle est prête à se détacher, là. Là, on voit qu'elle est décollée du plafond déjà d'une dizaine de centimètres. Elle est prête à tomber. Là. Donc on va passer rapidement et on va se protéger du petit surplomb qui est à gauche, là. Pour Guy de Saint-Cyr, le sous-sol de l'île est comme un livre ouvert. Ces stalactites qui sont au sommet de la voûte, ça s'appelle des stalactites de surfusion. C'est très rare de trouver ça dans des cavités et ça se forme très rapidement. Lorsque la lave est à un niveau moyen dans la galerie, la chaleur dégagée par la lave refond la voûte au-dessus et cette voûte, elle coule et forme ces stalactites. Et ça se fait très très rapidement. 9 mois de l'année, Guy de Saint-Cyr est sur le terrain, toujours en quête de territoires interdits ou difficiles d'accès. Les volcans de la planète sont ces terrains de jeu, des terrains
qui ne cesse de le fasciner. Waouh, impressionnant là. Oui, là c'est superbe et impressionnant aussi. C'est l'une des 19 entrées de cette cavité qui, lorsque la lave descendait dans le tunnel, représentait un superbe skylight. Là, on pouvait voir la lave défiler du sommet. Et là, c'est un spectacle prodigieux. Vous êtes chez vous ici, hein? Ah oui, là, je suis chez moi. Cette cavité, j'ai dû l'explorer une cinquantaine, peut-être une soixantaine de fois. Une cinquantaine d'années qu'il fréquente amoureusement Big Island et ces lieux qui se transforment au gré des éruptions volcaniques. Nous sommes à Kalapana, un lieu unique où souffle l'esprit Aloha. Un esprit propre à cette île où l'on peut faire comme ici, de drôles de rencontres. Fabienne Kirby est guide touristique et une adepte de la déesse Pelé. C'est une façon de rendre hommage à Pelé. Je danse pour elle, elle danse pour moi, et nous dansons pour l'une et l'autre. Si la lave arrive dans ma direction, alors oui, je danse en offrande à Pelé. Pelé est la déesse créatrice de la Terre, mais elle a aussi le pouvoir de la détruire. Nous, les habitants de l'île d'Hawaï, nous vivons sur la terre de Pelé, donc nous la respectons en l'honorant. Et elle va où elle le souhaite. Nous survolons ici les flancs du volcan Kilauea, le plus actif au monde. Tout autour, une terre brûlée, ou comme une succession de tableaux qui rappellent le travail du peintre français Pierre Soulages. Dégradés de noir et de gris, d'où jaillissent la lumière et la vie. Impressions étranges, et pourtant dans ce monde à part, il y a une communauté, un petit village. Gary Sleck, charpentier à la retraite, s'est installé là il y a déjà 10 ans. Une des raisons pour lesquelles j'habite ici, c'est le climat et cette terre fertile. Là, j'ai des blettes, des concombres, de la coriandre. Oui, c'est mon paradis. Je suis originaire du Wisconsin. Là-bas, on ne peut cultiver que 3 mois par an. Mais maintenant, je peux cultiver toute l'année. Ça fait une grande différence. Plus besoin de mettre en bocal ou de congeler les légumes et les fruits. On peut les cueillir et les rapporter chez nous et les manger. Un jardin d'Éden à ses yeux, mais pas seulement. Ils sont plus de 300 à vivre aujourd'hui dans ces conditions. Et chaque semaine, de nouveaux propriétaires s'installent. Des maisons en bois souvent construites sur pilotis. Des habitations provisoires, car à Kalapana, personne ne doute qu'un jour ou l'autre, les laves du Kilauea reviendront menacer le village. En 2010 déjà, Gary avait perdu sa maison dans les flammes. Voici ma nouvelle maison. La première a été brûlée par la coulée de lave. J'ai donc construit quelque chose de plus petit que celle d'avant. Voici l'endroit où je dors. Et là, c'est la cuisine. C'est petit, compact, et je peux facilement déplacer la maison. Un mobil-home de 37 mètres carrés. Son seul luxe est cet ordinateur où il conserve les photos et les films qu'il tourne lui-même, comme ces images de 2010. La lave a envahi mon jardin
Elle entourait 3 côtés de la maison. J'avais des amis qui venaient de temps en temps, des photographes aussi. Et tous, on regardait ce qui était en train de se passer. C'était très lent. La lave grignotait mon jardin et mes plantations. La lave prend son temps. Pour parvenir jusqu'à sa maison, il lui faudra près de 3 mois. Mère Nature a toujours été la chose la plus importante dans ma vie. Et je n'ai rien fait. Je ne voulais pas. Vous savez, c'est comme ça, c'est la nature. Ma maison a brûlé parce que je l'ai construite ici. Entre le volcan et l'océan, l'énergie qui se dégage de cet endroit est incroyable. Fataliste et respectueux de la déesse Pelée, Gary a regardé pendant des heures sa maison brûler. Cette nuit-là, c'est un spectacle unique qu'il partage avec ses amis. Je buvais du champagne en regardant ma maison brûler. Ça n'était donc pas si terrible que ça. Personne n'était en danger. Quand j'ai construit ma maison, je ne savais pas que je pouvais l'assurer. Mais 1 an ou 2 après, je me suis rendu compte que je pouvais contracter une assurance, et c'est ce que j'ai fait. La lave a brûlé les arbres entre ma maison et l'océan. Maintenant, j'ai vue sur la mer, ce que je n'avais pas jusque-là. Du coup, le terrain doit valoir un peu plus. En 1990, lors d'une précédente éruption, 182 maisons disparaissent en fumée. Aujourd'hui, ce village alternatif ne dispose toujours pas d'eau courante ou d'électricité. Mais les autorités construisent une route d'évacuation. On ne sait jamais. Comment peut-on laisser construire un tel village alors que le danger est si présent? Certes, les terrains sont jusqu'à 10 fois moins chers que dans certaines zones de l'île. Mais cela n'explique pas cette situation qui peut paraître ubuesque. Nous sommes allés rencontrer le chef du service urbanisation au comté de Big Island. C'est dans ce bureau que l'on délivre les permis de construire. Tous ces formulaires et ces plans, ce sont des permis de construire, prêts à être délivrés. Vous en avez combien par mois? Oh, plus de 1000 par mois. Depuis 1992, les autorités ont publié une carte des zones les plus dangereuses. Ici en violet et en rouge. Malgré tout, la pression immobilière est très forte. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'endroits dans l'île qui sont classés à risque à cause de la lave. Où par exemple? Ici, la zone 1, c'est la plus risquée. La seconde, c'est le long de la côte. Cela signifie que c'est dangereux de vivre là. C'est vraiment pas une bonne idée de construire dans ces zones. Mais beaucoup de gens habitent ici et construisent le long de cette côte-là. Mais c'est possible? C'est légal. Vous pouvez empêcher les gens de construire dans la zone 2, comme à Kalapana? Non, c'est le rêve américain. Vous êtes propriétaire du terrain et vous avez le droit de construire, tant que vous êtes conscient du risque. Un véritable casse-tête pour les autorités locales et fédérales. Avec 3 des volcans les plus actifs au monde, l'île d'Hawaï est assise sur une poudrière. Le Mauna Loa, qui culmine à 4169 mètres d'altitude, montre déjà des signes de réveil. Certains experts s'attendent à une nouvelle explosion, une éruption suivie d'un séisme qui pourrait provoquer un tsunami. Un raz-de-marée que certains habitants ont déjà vécu. Terrible souvenir. En moyenne, l'île est touchée tous les 5 ans par ce type de phénomène. Il reste ici et là quelques traces, comme ce monument à la mémoire des victimes du tsunami qui a frappé l'île en 1946.
122 victimes rien qu'à Big Island. Des jeunes pour la plupart. Hilo est touché de plein fouet. Cette ville de 45 000 habitants est celle qui, dans le monde, est le plus frappée par les tsunamis. L'un des plus dévastateurs se produit en 1960. Des vagues de près de 15 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages, déferlent sur la baie. Pat Kogan n'a jamais pu oublier cette journée du 23 mai. Un traumatisme. Elle n'a à l'époque que 17 ans. Après son mariage, elle décide de vivre sur les hauteurs, loin de la mer et des risques qu'elle représente. Le danger est toujours là. Et vous savez, cette horloge, c'est un bon moyen de nous rappeler ce que nous avons vécu. Quand le temps s'arrête, il est plus d'1h du matin. C'est difficile pour moi de venir ici. J'aurais pu être une de ces personnes, mais j'ai eu la chance de m'en sortir. Pour sensibiliser les populations, un musée a été créé en 1994. Il est unique au monde. Pat Koga intervient régulièrement auprès des enfants. J'ai survécu à ce terrible événement. La vérité, c'est qu'on ne faisait pas attention aux alertes. On a entendu l'océan rugir. Et l'eau a envahi notre maison de 2 étages. Tout a été emporté. Est-ce que vous aviez peur? Si j'avais peur, j'étais terrifiée. On entendait les gens crier, hurler et demander de l'aide. J'ai beaucoup de chance d'être ici aujourd'hui. Si mon oncle n'avait pas été là, je ne m'en serais jamais sortie. Je crois qu'il n'y a pas de témoignage plus fort que celui de quelqu'un qui a vécu personnellement le tsunami. Ça va se reproduire. C'est juste une question de temps, mais ça va arriver. Vous savez, l'être humain oublie, surtout ce qui est désagréable. Les gens relèguent ça dans un coin de leur tête. Une nouvelle génération arrive et ils ne sont pas conscients qu'un tsunami va frapper à nouveau. Tsunami, éruption volcanique, séisme. Big Island doit composer avec tous ces fléaux. Mais elle n'est pas la seule île de l'archipel à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. À moins d'1 heure d'avion, Oahu, l'île capitale. Nous sommes à Honolulu, connue pour ses plages paradisiaques et ses vagues impressionnantes. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Chaque année, l'archipel reçoit plus de 8 millions de touristes. L'un des endroits les plus visités, la base navale de Pearl Harbor. 7 décembre 1941, attaque surprise des Japonais. Un cataclysme pour les Américains qui entrent alors dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, au cœur de cette base, il y a un musée qui rappelle ce drame. Mais à l'écart, il y a aussi le centre de surveillance des tsunamis pour toute la zone Pacifique. 15 personnes observent 24 heures sur 24 les mouvements de l'océan. Voici l'océan Pacifique. Et ça, c'est la ceinture de feu, là où se trouvent de nombreux volcans et où ont lieu de grands tremblements de terre. Et au milieu du Pacifique, vous avez Big Island. Donc s'il y a un séisme en Amérique latine, le tsunami engendré traversera le Pacifique en direction d'Hawaï. S'il y a un grand tremblement de terre dans les îles Aléoutiennes, en Alaska, la vague se propagera jusqu'à Hawaï. Et si c'est au Japon, la vague frappera aussi Hawaï. L'archipel est vraiment au milieu. Hawaï, c'est la cible.
Si nous avons un séisme du côté de Kona, à l'ouest de l'île, le tsunami provoqué atteindra Oahu en 30 minutes. C'est très court, et il nous faut 3 minutes environ pour donner l'alerte. Ici, nous avons le tsunami de 1975. Un séisme a eu lieu au large du volcan Kilauea. Et la vague s'est ensuite propagée vers les îles autour. Si cela arrivait en plein été, pendant un week-end, quand il y a beaucoup de monde sur les plages, cela pourrait être terrible. Un tel scénario est parfaitement crédible et imaginable. Nous sommes dans un ancien bunker qui, jusqu'à la fin de la guerre froide, servait de quartier général aux forces américaines pour surveiller toute attaque nucléaire. Peter Hirai, un ancien militaire, gère aujourd'hui une cellule dédiée en priorité au risque tsunami. Nous pensions être préparés au pire, mais nous nous sommes trompés. On pourrait être frappé par ce qu'on appelle un tsunami extrême, quelque chose de similaire à celui du Japon. Il y a très peu de probabilités pour que cela se produise, mais si un jour c'est le cas, les conséquences seront dramatiques. Est-ce que vous pensez que les gens de l'île sont conscients du danger? Non. Ils ne le sont pas. On doit faire plus de prévention. Avec la carte de 2010, que nous utilisons encore pour la plupart des scénarios de tsunami, il y aurait 100 000 personnes concernées. Avec cette nouvelle zone jaune d'évacuation en cas d'extrême tsunami, on passe à 350 000 personnes. Donc, le nombre de personnes à évacuer est beaucoup plus significatif. C'est facile d'évacuer autant de monde? Non. Malgré un environnement paradisiaque et un climat rêvé, Hawaï est confronté à bien des fléaux. L'envers du décor est à l'opposé de l'image de carte postale vantée par les agences de tourisme. Waikiki, sûrement la plage la plus connue au monde, est menacée par la montée des eaux et l'érosion. Ce bâton représente la hauteur de la mer avant la fin du siècle. Presque 1 mètre. Avec l'élévation du niveau de la mer, nous allons voir les problèmes d'érosion empirer partout dans le monde, mais surtout ici à Hawaï. À l'origine, Waikiki n'était qu'un marais, pas de plage, pas d'hôtel. Le premier palace voit le jour en 1901. Le sable est apporté de Long Beach en Californie. Waikiki devient alors un lieu incontournable pour les touristes qui débarquent par charters entiers. La plupart de ces hôtels ont été construits il y a une centaine d'années, entre 80 et 100 ans. Nous réalisons aujourd'hui qu'ils sont bien trop près de l'océan et qu'ils sont vulnérables à la montée du niveau de la mer. On imagine très bien que lorsque l'eau va finir par atteindre cette hauteur, il n'y aura plus de plage. Comment la population va-t-elle pouvoir s'adapter à cette situation, vu les constructions gigantesques le long de la côte? Pour éviter que l'eau ne pénètre dans leurs propriétés, certains hôteliers construisent des murs. Conséquence, la plage disparaît comme ici, où il ne reste qu'une étroite bande de sable. Plus loin, ce sont des digues qui sont construites. Mais rapidement, sous la pression des surfeurs, très influents dans ce coin d'Amérique, les autorités interdisent la construction de ces brise-lames, car elles perturbent la formation des vagues et la pratique de ce sport, véritable religion ici. Mais comment lutter contre un phénomène qui semble inéluctable? Les projections des scientifiques sont hélas pessimistes. Voici une carte qui montre les conséquences de la montée des eaux à Waikiki et à Honolulu. Les couleurs montrent ce qui serait inondé si l'océan monte de 30 cm, 60, 90 et 1,20 m. 90 cm à 1,20 m, c'est ce qui est attendu avant la fin du siècle.
Si nous ne faisons rien pour nous préparer à la hausse du niveau de la mer, nous perdrons les plages d'Hawaï, qui sont la raison première pour laquelle les gens viennent passer leurs vacances ici. Le tourisme est notre première source de revenus. 42% de l'économie de l'archipel est directement liée au tourisme. Chaque année, les chiffres progressent. Hawaï reste l'un des sites les plus visités aux États-Unis. Les Asiatiques, Japonais en tête, sont les premiers à venir dépenser leur argent dans les commerces de l'avenue Kalakaua. Elle est située juste derrière la plage de Waikiki. Cette plage constitue le pôle d'attraction numéro 1. Que se passerait-il si elle venait à disparaître ? Les acteurs du tourisme en sont bien conscients. En 2012, ils réalisent une enquête d'envergure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2014, l'archipel d'Hawaï a accueilli 8,3 millions de visiteurs et ils ont dépensé 14,75 milliards de dollars. C'est donc très important pour nous. Disposer de telles plages ou de telles attractions naturelles, c'est essentiel pour nos clients, comme pour l'archipel d'Hawaï d'ailleurs. On ne pourra jamais prendre le risque de perdre nos plages. C'est ce qui fait la réputation d'Hawaï, ce qui en fait un endroit si particulier. Nous devons tous travailler ensemble et tout faire pour conserver ces plages. Avez-vous estimé le manque à gagner si la plage disparaissait ? Dans le passé, pour Waikiki Beach, ils ont estimé les pertes à 2 milliards de dollars. Un peu moins de 2 milliards d'euros. Ce chiffre a fait l'effet d'une bombe à Hawaï. Très vite, les acteurs du tourisme décident de réensabler Waikiki. Scott Sullivan a supervisé les travaux. Le projet de 2012 nous a permis d'apporter 30 000 tonnes de sable. Cela a coûté environ 2,5 millions de dollars. Et ça devrait suffire pour les 10 ou 20 prochaines années. C'est exactement pareil qu'une route. Tous les 10 ou 20 ans, il faut l'entretenir. Tous les 10 à 20 ans, il faut réensabler Waikiki. C'est le prix à payer pour avoir une plage comme celle-ci. Waikiki, c'est la vitrine d'Hawaï. Mais c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, 70% des plages de l'archipel perdent du terrain. L'érosion est galopante. Et toutes les plages n'ont pas la chance de disposer d'acteurs économiques qui peuvent payer le réensablement. J'ai montré cette simulation. J'ai fait des conférences auprès de scolaires, de politiques. Je suis intervenu devant l'Assemblée législative de l'État. Je l'ai même montré au gouverneur d'Hawaï. Tout le monde ouvre de grands yeux. Ils sont tous d'accord pour dire qu'une catastrophe va arriver. Mais les choix de planification urbaine à Hawaï sont guidés par les urgences d'aujourd'hui. C'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, 30% des plages d'Oahu ont quasiment disparu. Aucune zone n'est épargnée. Enfant du pays, le président Barack Obama est-il conscient que la plage où il passe ses vacances ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir ? Ici, à chaque tempête, les propriétaires voient un bout de leur terre ou de leur jardin dévoré par l'océan. Au prix du mètre carré, c'est 10 000 € la motte de terre qui disparaît. En traversant Oahu, du sud au nord, l'île change de physionomie. Un autre monde avec ses collines verdoyantes. L'intérieur des terres n'est guère urbanisé. Mais en revenant sur la côte, nous retrouvons les stigmates du mal qui altère le mythe d'Hawaï et ses plages de sable blanc. Chaque hiver, le littoral est attaqué de plein fouet par la houle et les vagues. Nous sommes à Paumalu, ou Sunset Beach, l'autre mecque des surfeurs.
Chaque jour, depuis son balcon, Léa Albert peut les regarder affronter les vagues les plus impressionnantes. Elle sait qu'à d'autres moments de l'année, c'est elle qui devra faire face aux coups de boutoir de l'océan Pacifique. Quand il y a de grosses vagues, ça fait le bruit d'une locomotive qui passe dans la maison. Hiver 2014, l'océan se déchaîne. Les vagues déferlent les unes après les autres sur la plage et frappent de plein fouet les villas construites les pieds dans l'eau. Nous avons été touchés par un épisode de forte houle qui venait de l'Est. Quand les vagues ont frappé, la mer a emporté les maisons là-bas. Notre propriété se trouvait à l'extrémité et tout a été grignoté jusqu'à ce palmier. La maison à côté de chez nous pendait à moitié dans le vide. Le sol s'était dérobé. La maison d'à côté, ils ont dû la couper en deux pour la sauver. Si l'érosion continue à ce rythme, dans 50 ans, notre maison va se retrouver sur la jetée. Léa et son voisin font partie de ceux qui n'ont pas été trop sévèrement touchés par ces vagues d'une grande violence. Mais un jour ou l'autre, Randy Moore en est convaincu, son terrain sera submergé. Votre maison est plus proche de l'océan maintenant, non? Elle est très proche de la mer. Il y a 1 an et demi, le bord se trouvait ici. Mais les voisins ont fait appel à un entrepreneur pour réensabler. Ils ont pris du sable à l'embouchure, là-bas. Ils ont réensablé jusque-là. À un moment, l'érosion a grignoté du terrain jusqu'ici. Depuis qu'il a construit sa maison, Randy Moore a perdu du terrain. Mais rien comparé à ses voisins. Certains, lors de l'hiver 2014, ont failli voir leur résidence sombrer. Aujourd'hui, plus aucun rempart face aux éléments déchaînés. Pour se protéger, certains posent des sacs de sable ou récupèrent, comme ici, le moindre morceau de pelouse. Moyen qui semble dérisoire. Randy, lui, a d'ores et déjà prévu une parade si l'océan venait à avaler sa pelouse. Ma maison repose sur pilotis. Comme ça, si la mer s'approche trop près, je peux la soulever et la déplacer plus loin derrière. La maison là-bas est construite sur une dalle de béton. Et c'est très difficile à déplacer. Il y a 1 an et demi, quand l'érosion a grignoté du terrain, la dalle se trouvait à seulement 1 mètre du bord de la dune. Et c'est pour ça qu'ils l'ont renforcée avec des étais pour éviter que la maison ne s'écroule. Ici, contrairement à Waikiki Beach, il n'y a pas d'hôtel ou de palace. Mais la plupart de ces maisons se louent quelques milliers d'euros la semaine. Certains propriétaires peuvent gagner 500 000 euros par an, parfois plus. Un investissement très rentable, même si les dangers sont réels. Personne ici ne songe à quitter ces lieux paradisiaques. Comme vous le voyez, le problème dans cette zone, c'est que les maisons ont été construites dans un lieu où il ne fallait pas. La zone est dangereuse à cause de la très forte érosion. Cela nous met dans une situation délicate et il faut faire un choix. Est-ce que nous laissons les gens construire des structures sur la plage ? Si des digues sont construites, alors nous perdrons cette magnifique attraction que représente la plage. Est-ce qu'on permet aux habitants de réensabler ? Peut-être, mais ça ne leur garantit pas pour autant d'être en sécurité. Ou alors, est-ce qu'on cherche une autre solution? Peut-être. On pourrait mettre en place un programme volontaire dans lequel le gouvernement proposerait de racheter des terrains et de créer une zone tampon avec des arbres. Mais acheter ces propriétés, cela coûterait très cher. 2 à 5 millions d'euros? Oui, vous avez raison.
Mais c'est très difficile de chiffrer la valeur de cette plage. Et on doit tout faire pour la protéger, car elle est inestimable. La plage est inestimable, comme les villas qui bordent Sunset Beach. Il suffit d'interroger Randy Moore, l'un des plus anciens propriétaires des lieux. Quand est-ce que vous avez acheté cette maison? J'ai acheté le terrain en 1969. Cela m'a pris 1 an pour débroussailler et tout nettoyer. À l'époque, combien cela a coûté? 28 000 € pour le terrain nu. Et aujourd'hui? Avec la maison, le terrain a pris de la valeur. Les contrôleurs des impôts disent que la propriété vaut près de 2 millions d'euros, ce qui est bien plus que je ne pourrais payer pour la racheter. Mais parfois, ça se transforme en enfer? Non, même quand c'est l'horreur avec les vagues, c'est bien de vivre ici. Vraiment? Même si l'érosion menace? Oui, même si l'érosion menace. J'ai beaucoup de chance de vivre ici. Une chance unique, à condition d'accepter d'en payer le prix. Vous devez toujours respecter l'océan, toujours. L'État a pris conscience des risques, tardivement certes. Aujourd'hui, ses responsables sont au pied du mur, avec une question incontournable. Est-il possible de continuer à faire venir les touristes du monde entier au risque de les décevoir? Vital pour l'économie de l'archipel, le développement du tourisme ne pourra se poursuivre qu'au prix d'un investissement permanent. Aujourd'hui, Hawaï réussit à rester un petit paradis sur Terre. Mais jusqu'à quand ?